BFM Business, le focus de Tech & Co. Notre focus ce soir, donc, qui s'intéresse au e-tourisme, à ses acteurs, mais surtout à la révolution finalement que le numérique et le digital ont entraîné sur l'ensemble de ces secteurs. Nous sommes ce soir en plateau, je vous le disais, avec des invités de marque et ils sont nombreux et je les remercie d'être là. Bonsoir à tous, bonsoir à Guy Rafour d'abord, bonsoir du cabinet e-tourisme Rafour Interactive. Julien Perilla est également avec nous, fondateur d'Alpes Bivouac, Julien qui nous vient directement d'Annecy. On vous remercie et on envie d'ailleurs votre bronzage. Alix Stafflet, cofondateur de Morning Croissant. Bonsoir Alix, donc le Airbnb français, mais on va largement en reparler. Et puis une dame, j'aurais dû commencer par vous d'ailleurs si j'avais été respectueuse des traditions. Anne-Catherine Péchineau, bonsoir, directrice générale de Gîtes de France. Avant de lancer le débat, donc madame, messieurs, et avant de lancer l'analyse, on accueille notre chroniqueur maison de BFMbusiness.com, Erwan Maurice. Bonsoir Erwan. Bonsoir Sidonie. Alors d'où vient le e-tourisme? Première question. Vous ne le savez peut-être pas, mais le e-tourisme c'est français. Alors je parle sous contrôle de notre expert Guy Rafour. C'est arrivé dans les années 80 avec le Minitel. Pour vous dire, moi j'étais même pas né à cette époque-là. Avec aussi. Voilà, avec des sites comme SNCF ou Gîtes de France qui est avec nous ce soir. Aujourd'hui, ce qu'on entend par e-tourisme, c'est très très large. Ça va de Booking.com, le site de réservation d'hôtels en ligne, à Voyage SNCF, les réservations des trains via Internet ou sur le mobile, en passant par Blablacar, le site de covoiturage français. Et est-ce que le e-tourisme est donc toujours une marque de fabrique française? Alors clairement, non. Et pourtant, ça pourrait être le cas. La France est l'un des pays, on le sait, les plus touristiques au monde. Il y a un vrai business à ce niveau-là. Il y a quand même de très grands acteurs, comme je le disais, voyagesncf.com, 4,2 milliards de chiffre d'affaires en 2014. Donc c'est une pépite quand même française dans le secteur du e-tourisme. Et les Américains s'approprient finalement de plus en plus ce marché-là, avec l'arrivée de nouveaux géants comme Airbnb, le plus connu. La France est le premier marché européen en Europe, Airbnb, juste après les États-Unis. Et comment a évolué le e-tourisme sur les dernières années? Alors la croissance sur les 20 dernières années, elle est fulgurante, avec une progression régulière à 2 chiffres. C'est assez rare pour le souligner. Dans d'autres domaines, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc de nouveaux acteurs apparaissent quasiment chaque mois. Certains lèvent des millions d'euros lorsqu'ils font des levées de fonds. Aujourd'hui, le numérique, il est incontournable dans l'industrie du tourisme. Sur 10 Français partis en 2014, 7 ont préparé leur séjour sur Internet. Ça représente à peu près 23 millions de Français. Sur ces 23 millions, la moitié ont payé en ligne. Donc le numérique, Internet, c'est vraiment aujourd'hui très important. Dernière chose à noter peut-être, Sidonie, le mobile. Qui pourrait être une vraie force de frappe aujourd'hui, et pourtant, mais c'est pas encore le cas. Savez-vous, Sidonie, autour de cette table, qui a une application mobile? Alors ça, j'en sais rien du tout, mais je vais le découvrir puisqu'on a une demi-heure pour en parler. Et moi, je vais vous dire, c'est Gîtes de France. C'est le dinosaure ici si on compare avec les nouveaux, c'est le plus ancien, donc il y a encore des choses peut-être à prendre en compte dans ce domaine-là du numérique. Merci beaucoup Erwan, on vient de vous traiter de dinosaure. Anne-Catherine Péchineau, vous avez un droit de réponse. Alors non, c'est vrai, c'est effectivement ce que disait Erwan, Gîtes de France, vous avez été les premiers il y a très longtemps à vous mettre ou à utiliser les nouveaux outils, à l'époque le Minitel, aujourd'hui Internet. Vous avez accompagné ce développement et à la limite cette révolution numérique. Oui, alors Gîtes de France a 60 ans cette année. A connu bon anniversaire. Mark Zuckerberg 31, Gîtes de France 60. Et a connu des multiples révolutions, parce que quand on a commencé à commercialiser, on avait des annuaires. Et puis après, on a eu le Minitel. On a été les pionniers du Minitel, comme c'était rappelé tout à l'heure. Et désormais, on est sur Internet. Et Internet prend effectivement, comme j'imagine pour la plupart des acteurs présents ici, une part croissante au fur et à mesure, parce que les commercialisations par Internet augmente de 30% chaque année. 60 ans donc pour Gîtes de France, vous avez vu toute l'évolution. Qu'est-ce qui pour vous a le plus considérablement changé dans les pratiques et les usages? Tout a changé, nos hébergements ont changé. Quand on a commencé il y a 60 ans, il n'y avait pas l'eau courante dans les hébergements et on considérait que c'était très bien. Et puis ensuite, il y a eu des machines à laver dans les baignoires et c'était absolument merveilleux. Et désormais, on a des hébergements qui montent en gamme de façon importante. On labellise chacun de nos hébergements. Gîtes de France, c'est pas qu'une marque, c'est également un label de qualité. Et donc ça va du 1 au 5 épis.
aujourd'hui, on a désormais plus de 65% de notre parc qui est en 3 épis ou plus. Donc il y a des changements dans les types d'hébergement, mais il y a également des changements dans les types de commercialisation. On a parlé d'Internet. Et puis également dans les souhaits des voyageurs, avec de plus en plus une volonté de retour à la nature, de voyager autrement, de prendre son temps, de découvrir la France avec des gens qui vont être des passeurs de témoins et qui vont leur faire découvrir le territoire. Il y a Julien Périllat qui est juste à côté de vous, qui trépigne, puisque vous avez parlé de pas mal de choses. D'abord, à l'époque, il y a 60 ans, sans l'eau courante, sans rien. Vous, aujourd'hui, vous proposez des bivouacs, donc un retour à la nature, quasiment. Mais c'est grâce à l'innovation et aux innovations du numérique. Et puis, il y a aussi cette exigence d'aller voir autre chose, autrement, peut-être. Vous répondez à cette demande-là, aujourd'hui, avec Alpe Bivouac ? Oui, tout à fait. Nous, on a créé notre petite entreprise il y a maintenant 4 ans. On l'a créée par passion. Et c'est vrai que nous, notre concept était très simple. C'était ramener les gens à vivre la nature avec beaucoup de simplicité, le côté rustique de la montagne. Comme je dis, on a essayé de vendre un luxe 100% nature. Donc le luxe 100% nature, dans l'hébergement traditionnel, on en est bien loin finalement, parce qu'on ne pousse plus la porte d'un hôtel. On est plongé dans une expérience en pleine nature. Les gens deviennent acteurs de leur séjour. Et c'est vrai qu'à un moment donné, l'eau courante, elle n'y est pas. Le lit de... Mais c'est choisi. C'est choisi, 250 ou pas, suivant les groupes. Mais c'est vrai que la volonté qu'on avait, c'était faire parfait, finalement, beaucoup de simplicité. Et il faut voir quelque chose là-dedans. Dans le message, nous, quand on a commencé il y a 4 ans, on n'avait rien. Et sans pouvoir de communication, on a misé sur le numérique. On en faisait 200 nuitées, maintenant on en fait un peu plus de 5000, que grâce à la vitrine numérique. Et d'entrée de jeu, on a voulu dépoussiérer un petit peu l'image que certains hôteliers pouvaient se donner pour accueillir leur public en pleine nature, dans l'hébergement traditionnel. Donc nous, on a misé sur ce support et sur nos services pour convaincre les clients à venir nous voir, parce que finalement un client traditionnel qui vient dormir dans un hôtel, on a l'habitude, on sait où on va, mais convaincre un client pour venir dormir dehors, ça a été d'autant plus difficile, et on l'a fait grâce au support numérique. Vous ne pouviez pas exister il y a 10-15 ans. Vous n'auriez pas pu émerger il y a 10-15 ans. Il y a 10-15 ans, il y a d'autres structures qui exerçaient. Si on prend l'hébergement, le panel global des hébergements insolites en France, vous allez retrouver d'autres structures, des yurts, des tipis, des cabanes, qui sont là pas depuis 60 ans, mais depuis des siècles et des années, des milliers d'années. Donc finalement, l'hébergement insolite a toujours existé, mais c'est la tendance de la clientèle touristique qui a bien changé. Et vous le disiez très bien, maintenant ils recherchent des choses simples, ils recherchent des services, ils recherchent à rencontrer des gens. Il faut qu'on soit accompagnateur de leur séjour. Et je pense que Guy aura 2-3 petites choses à dire là-dessus. Vous lui passez la main, c'est très bien. Voilà, c'est ça. 27 ans d'expérience dans le e-tourisme. On est en plein dans les anniversaires en ce moment, les 60 ans de France, les 31 de Zuckerberg, et vous 27 ans. Même question, qu'est-ce qui a changé selon vous en tant qu'observateur, donc très proche de ce secteur? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'Internet a changé? Internet a créé ce qu'on appelle l'interactivité, c'est l'affranchissement au temps, à l'espace et à la distance. Donc c'est exactement ce que l'on vit dans ce secteur de service, puisqu'au fond, tant que vous n'êtes pas encore parti, vous échangez de l'information. Et cette information, cette infomédiation qui a démarré avec le Minitel, effectivement, jusqu'en 94. Après, il y a eu Internet. On en est aujourd'hui, ça a été rappelé tout à l'heure, ce sont nos données, donc je peux revenir dessus, mais c'est quand même important. 71% des Français partis qui ont préparé en ligne. 71%. Donc c'est quand même quelque chose, et ça change leur manière de préparer. Donc ça change beaucoup de choses en amont. C'est-à-dire que le vecteur Internet devient incontournable. 71%. Il devient incontournable, c'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui n'est pas actuellement, et il y a encore beaucoup d'acteurs qui ne sont pas sur Internet, ne seront pas vus, donc pas achetés. Donc ça, c'est très important. 71%, ça veut dire que les gens, maintenant, il y a du collaboratif, ils vont lire les avis des autres personnes, ils vont en être influencés, ils vont pouvoir regarder virtuellement un appartement ou une yourte ou un emplacement avant même de l'avoir vécu réellement. Ils vont pouvoir échanger avec d'autres personnes, ils vont pouvoir le préparer. Troisième utilisation au bureau à titre personnel, c'est pour préparer ses vacances. Donc vous voyez que vous entendez beaucoup cliquer. Réseaux sociaux, Et puis il y a les réseaux sociaux, donc on échange. Et puis il y a surtout quelque chose qui est complètement nouveau. Et ça, c'est une vraie réflexion stratégique par rapport aux acteurs, c'est que le consommateur a toutes les possibilités de réserver où qu'il soit, c'est-à-dire où qu'il soit et à qui il veut. Et donc près de une réservation sur 2 se fait directement au prestataire. Il y a 50%. Il n'y a plus d'intermédiation. Pour 50%, mais pour 50%, c'est pas intermédiaire. Et ça, il a le choix. Donc il va pouvoir louer à des particuliers, il va louer à des professionnels, il va louer à des particuliers via des intermédiaires.
il va louer directement à des prestataires, et donc il a toute cette palette de toutes les entreprises et sociétés possibles qui lui sont mises à sa disposition, et de manière comme ça en temps réel. Ça peut être la nuit, le jour, à l'heure du déjeuner, jusqu'à la dernière minute. Il y a plein de sites qui se créent jusqu'à la dernière minute. Et encore une fois, avec cet aspect qui est fondamental, c'est le multimédia. On va pouvoir zoomer, regarder, est-ce qu'il faut traverser la route ou pas pour aller sur la plage? Est-ce qu'il y a vraiment une pinette, comme dit? On va contrôler, on va comparer les prix. Donc il y a encore une fois, on est toujours dans l'offre, toujours dans la demande, mais tout ce qui est entre les deux, ces infomédiations, bouleversent la manière de préparer et de réserver. Mais il n'y a peut-être plus l'effet de surprise. Mais ça, on en parlera dans la deuxième partie sur les possibles inconvénients, parce que je vais essayer d'en trouver quand même. On va laisser la parole à Alix Tafflet. Bonsoir. Donc pour Morning Croissant, on vous présente comme étant le Airbnb français. En gros, c'est trouver une chambre au coin de la rue, mais aussi à moindre coût. Vous êtes attaqué directement au pouvoir d'achat aussi, parce qu'il y a cet effet-là aussi, bien évidemment, qu'on ne peut pas nier, de l'émergence du numérique. Oui, clairement. Donc nous, effectivement, Morning Croissant, c'est un site de location meublé pour des séjours de courte et moyenne durée, de 1 nuit à 1 an. Et c'est vrai que sur Morning Croissant, vous pouvez trouver à la fois des logements de particuliers et des logements issus de partenariats avec des groupes immobiliers. Et là, ce sont des logements qui sont exclusivement réservables sur Morning Croissant, à un rapport qualité-prix imbattable entre 20 et 40 euros la nuit. Est-ce que je peux commencer à essayer de vous énerver les deux, la Morning Croissant et Gîtes de France, juste sur la question de la qualité? Je ne connais pas précisément, puisque je ne suis pas utilisatrice de Morning Croissant, j'avoue avoir déjà utilisé Airbnb. Il y a peut-être un manque de garantie offerte à l'entrée. C'est-à-dire que comme c'est le particulier qui propose sa chambre, on n'a pas la fameuse classification des EPI Gîtes de France qui offre une forme de garantie. Il n'y a pas ce vide-là aussi aujourd'hui, ce problème-là en tout cas, sur la location entre particuliers? Alors, je pense qu'il y a plusieurs catégories déjà dans la location entre particuliers. Il y a, je pense, la location saisonnière de vacances traditionnelle qui existe depuis des dizaines d'années en France et qui est très bien servie, évidemment. Qui est très structurée, très labellisée, voilà, on est sûr d'où on va. Finalement. Et puis il y a l'émergence de nouveaux usages, comme la location courte durée, cette fois-ci plutôt en ville, où là effectivement des acteurs récents comme Morning Croissant sont apparus. Alors sur les particuliers, évidemment il n'y a pas les labels comme il peut y avoir dans les Gîtes de France, néanmoins il y a une auto-sélection naturelle qui se fait, puisque c'est une place de marché, puis il y a des avis quand même sur les logements. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on travaille avec des professionnels de l'immobilier qui nous garantissent aussi un certain standard sur les logements qu'on peut mettre en ligne. Donc on n'est pas sur une forme d'explosion d'offres où on arrive à avoir tout et n'importe quoi. Là encore une fois, je m'adresse au côté Airbnb et aux explosions de ce type d'offres. Alors vous pouvez avoir tout et n'importe quoi, mais une fois de plus, je pense que la place de marché en ligne, comme Morning Croissant, ça permet aussi l'autorégulation de par les avis que les utilisateurs peuvent laisser. Et puis, je pense qu'on en parlait juste avant l'émission, la qualité des photos, la qualité de la présentation du logement, que ce soit sur Gîtes de France ou sur Morning Croissant, est vraiment importante, et c'est ça qui fait la différence. Donc quand vous avez des très bonnes photos, finalement il n'y a pas vraiment de raison d'avoir de mauvaises surprises. Non mais ça, Guy, effectivement vous l'évoquiez, il y a l'énorme avantage pour l'utilisateur, en tout cas le touriste, de tout voir quasiment en visite virtuelle 360 et d'en avoir déjà plein les yeux depuis son fauteuil devant son ordinateur. Oui, le voyage virtuel qui précède le réel, c'est vraiment quelque chose que les gens apprécient énormément, et en plus ils ne le vivent pas comme une contrainte, c'est-à-dire que même ceux qui envoient, et certainement vous le faites, des messages, très souvent ça peut être classifié spam, et en fait dans nos études on voit que les gens apprécient de recevoir ce qui a trait au tourisme, ça les fait un peu rêver, ils sont en train de travailler ou autre chose, et il y a des belles photos, et quelque part c'est aussi agréable de préparer en ligne, parce qu'on va visualiser finalement, on va écouter, on peut entendre des sons, on est en direct avec une webcam pour voir, vidéos, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des déclenchements de séjours à Biarritz par exemple, selon évidemment la possibilité de faire du surf ou pas, avec des déclenchements automatiques, des alertes pour les gens qui vont pouvoir venir, ou à la montagne. Donc ça, c'est des choses qui maintenant rendent en temps réel également l'envie de partir. Donc c'est un formidable outil marketing. Ah oui, de ce point de vue-là, oui. Mais qui en plus est un échange avec d'autres personnes. Et contrairement d'ailleurs, pour l'avoir vécu depuis 27 ans justement, et je me souviens d'un congrès des Gîtes de France à Tours il y a longtemps, où les gens avaient peur en disant c'est de l'informatique. Et en fait, pas du tout. L'Internet, c'est de la proximité, c'est de la communication avant toute chose. On parle à une personne qui est effectivement interfacée, mais on est face
au prestataire, on est face à la personne qui va vous servir et qui va vous accueillir. Et ça, c'est une force incroyable. La montée en puissance d'Internet n'empêche pas du tout le téléphone, au contraire. Souvent, les gens se renseignent sur Internet, voilà, préparent leur voyage et puis après se rassurent ou vont demander des renseignements complémentaires en appelant pour être sûr que le logement est vraiment bien, surtout pour des vacances d'été sur lesquelles on n'a pas envie de rater ses vacances. Pour un court séjour d'une ou deux nuitées, c'est peut-être moins grave, mais pour sa semaine de vacances, quand on part avec des enfants, souvent on appelle pour être sûr que le logement est bien, correspond bien à ses souhaits. Il y a un autre élément auquel je voudrais évoquer, l'effet en tout cas numérique Internet, on l'a juste effleuré avec vous Alix, c'est quand même l'effet prix. Est-ce qu'il y a un réel effet prix, c'est-à-dire est-ce qu'on casse plus facilement les prix, est-ce qu'il y a un taux de remplissage plus important qui vous permet du coup de faire du volume et de baisser un peu les tarifs dans tous vos secteurs d'activité? Quels sont les retours là-dessus? Ou est-ce que vous arrivez à proposer des offres premium, là je pense à Albivoix, qui vous permettent de vendre assez cher vos prestations? Alors nous on a une difficulté, c'est qu'on ne vend pas une nuit, on vend une expérience, et à partir de là une expérience est packagée. Il y a de la balade, il y a de la marche au flambeau, il y a un apéritif, il y a de la nuit. Donc là, la difficulté... Pas de discount. Il n'y a pas forcément de discount. Déjà, c'est très difficile de comparaison. C'est-à-dire que le client ne peut pas comparer une nuit B&B avec une expérience en pleine nature. Donc déjà, en termes de différenciation, c'est déjà pas la même chose. On place le client sur un autre secteur. Par contre, la force qu'on a du numérique, c'est que déjà, on les fait rêver. Et à partir de là, d'un coup, on peut comparer plus rapidement et les clients peuvent revenir ou faire encore de la vente de dernière minute. Et c'est vrai que nous, par rapport à notre activité, on se rend compte de plus en plus que cet outil Internet nous permet peut-être pas faire du discount, mais de pouvoir booker la dernière minute sans forcément se servir de certains outils comme certains OTA sur le marché, quoi. Rapidement, Guy. Oui, très rapidement. La comparaison, c'est quelque chose de très important, mais effectivement, pour échapper à cette comparaison, sur des prestations standards, c'est tout à fait possible. Billets d'avion, train, il n'y a pas, mais en tout cas, voilà, il est toujours possible de comparer sur les moyens de transport, sur éventuellement les hôtels. Mais alors, dès qu'on rentre dans le spécifique, et c'est là où les acteurs doivent absolument se mettre, c'est de ne pas être comparable par une prestation dédiée, personnalisée, segmentée, profilée. C'est là où il y a vraiment une richesse, et je l'ai toujours dit depuis des années, mais c'est du marketing de niche. Et c'est toute la richesse du e-tourisme, c'est de permettre de présenter une centaine, pour toute destination, une centaine de thématiques sportives, commerciales, santé, tout ce que vous voulez, la décliner à l'envi. Et là, ça peut permettre de faire du spécifique et de vendre à des prix normaux. Et il faut savoir que les gens qui achètent sur Internet ont un niveau de vie beaucoup plus élevé que ceux qui ne sont pas sur Internet. Donc de toute façon, on vend, mais il faut le justifier par de la qualité. On va y revenir quand même, parce que c'est une des questions en tant que citoyenne je me pose, c'est de savoir si le pléthore d'offres, c'est pas trop d'offres non plus. Voilà, est-ce qu'il y a la demande en face? On voit ça juste après la pause. On fait une toute petite pause et on se retrouve juste après. N'oubliez pas le hashtag pour nous suivre sur Twitter, TechCo, il est 22h24. À tout de suite. Mardi, sur BFM Business Télévision, c'est Start-up qui invente un nouveau monde. Un documentaire inédit. La plupart des venture capitalistes se trouvent ici, sur cette rue, Sandhill Road. Un voyage autour de la planète à la rencontre des femmes et des hommes qui veulent changer le monde. À force de s'entendre dire, écoutez, think big, et on finit par penser plus grand et plus large, évidemment. C'est Start-up qui invente un nouveau monde. Mardi à 21h, uniquement sur BFM Business Télévision. BFM Business Télévision. C'est Start-up qui invente un nouveau monde avec BNP Paribas. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Avec les menus U, un repas pour 4 coûte seulement 2 € par personne. Et cela ne cache que des bonnes choses, comme des emplois dans des entreprises françaises ou des matières premières agricoles de nos régions. Des prix aussi bons pour tous, vous ne trouverez pas plus bas. U, le commerce qui profite à tous. Midi-Pyrénées, les vacances en vrai.
Renault Capture, vivez l'instant. Personnalisation intérieure et extérieure. Renault Capture, un crossover, des milliers de possibilités. À partir de 169 € par mois. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sidonie Watrigan. De retour sur le plateau de Tech & Co, ce soir on s'intéresse au e-tourisme avec nos invités Guy Rafour, Julien Perilla, Alix Tafflet et Anne-Catherine Péchidon. On évoquait juste avant la pause avec vous Guy Rafour et je vous redonne la parole la question de l'offre finalement qui est devenue pléthorique depuis l'explosion du numérique. Est-ce que la demande en face suit ? Non, alors elle ne suit pas, puisque, si vous voulez, on mesure depuis 13 ans le taux de départ des Français. Là, le dernier que l'on a publié le 17 mars, c'est 62% des Français qui sont partis, donc 32,9 millions en 2014. Et c'est un taux qu'on avait il y a 7 ans et qui avait plutôt tendance à baisser. Donc il n'y a pas plus de Français qui partent, hein, c'est une question de conjoncture. Peut-être même un peu moins, ouais. 70% des Français préparent un budget pour pouvoir partir, ils ne veulent pas s'endetter pour partir, ça c'est vraiment quelque chose qu'ils ne souhaitent pas du tout, mais effectivement voilà, ils font attention, c'est pas un besoin primaire malgré tout, ils ont envie de partir, c'est un besoin vital, mais pas au point de sacrifier d'autres dépenses. Donc effectivement pléthore d'offres, mais ils arrivent quand même justement par ce que je vous évoquais tout à l'heure, la spécificité de l'offre qu'ils souhaitent, puisqu'ils tapent des requêtes très fines sur les moteurs de recherche, et les acteurs en face qui ont mis ces mots-clés, finalement, répondent aussi de manière fine. Donc on arrive toujours à trouver chaussure à son pied, si on peut dire, ou pour trekker. Mais en tout cas, voilà, beaucoup d'offres, mais beaucoup de spécifiques. Donc c'est ça aussi, Alix, vous dites. Oui, alors nous, effectivement, mais nous, on voit une image un peu différente, en tout cas sur la location meublée courte et moyenne durée. C'est vrai que là, on voit quand même plutôt une explosion de la demande. Ouais. Que ce soit des particuliers d'ailleurs ou des voyageurs d'affaires. Donc on a de plus en plus, nous, de réservations qui viennent de gens en déplacement professionnel. Voilà, et nous, cette année, je pense qu'on devrait dépasser le stade des 300 000 nuitées réservées sur Morning Croissant. Donc c'est vraiment... Vous avez capté donc une clientèle professionnelle qui, avant, avait des accords avec de grands hôtels. Donc c'est vraiment sur les hôtels que vous tapez ? Non, parce que le séjour moyen sur nos réservations, est de 10 nuitées. Donc c'est vraiment une alternative à l'hôtel. C'est des gens, par exemple, qui vont se déplacer sur un chantier pendant plusieurs semaines. Ce sont des salariés d'EDF, de GDF, d'Areva qui vont en formation à Toulouse, à Lyon, à Montpellier pendant plusieurs jours. Donc c'est vraiment pas du tout concurrent à l'hôtel. Néanmoins, on répond à un besoin croissant de trouver des hébergements pas chers dans le cadre de déplacements professionnels. Ouais. Mais vous visez, puisque vous citez de grandes entreprises françaises qui font souvent bouger leurs salariés, peut-être que vous visez aussi ce marché-là qui est très récurrent, très régulier et qui est apporteur de chiffre d'affaires toute l'année, quoi. Oui, non, absolument, absolument. Oui. Et comme le disait Guy, il y a à peu près 50% finalement des réservations professionnelles aujourd'hui qui sont des intermédiaires, donc qui ne se font pas dans le cadre prévu initialement par l'entreprise. Et effectivement, ces gens viennent sur des plateformes comme Morning Croissant. Oui. Et Erwan le disait tout à l'heure, ça me fait penser à Airbnb. Les Français ont été les premiers finalement à investir Internet pour le tourisme. Les Américains ont rattrapé, mais alors très 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 fort. Aujourd'hui, face à Airbnb, vous n'êtes pas grand-chose encore. Est-ce que les acteurs français commencent à émerger là ? Est-ce que vous êtes nombreux sur votre secteur d'activité, en l'occurrence la location meublée entre particuliers ? Alors, nous, une fois de plus, on n'est pas juste entre particuliers, puisqu'on a ces accords avec ces groupes immobiliers qui nous permettent d'amener cette offre, un rapport qualité-prix imbattable. Donc sur ce segment-là, finalement, nous, on est plutôt seuls, voilà. Notamment lorsqu'on vise les voyageurs d'affaires. Après, face à Airbnb, il y a d'autres acteurs, évidemment. Mais nous, sur notre segment, on est plutôt seuls. Oui, pour rebondir là-dessus, Internet bouge tellement vite que ce qui est vrai il y a 2 ans n'est plus vrai maintenant. Donc les modes de consommation évoluent à une vitesse extraordinaire et on peut ne pas être à la pointe à un moment donné et vraiment progresser assez rapidement en changeant, ou régresser. Ou on peut exploser en un an et mourir 5 ans après. Donc est-ce qu'on est aussi, est-ce qu'on va être face à une forme de consolidation de ce nouveau marché ? Est-ce qu'il faut forcément que les forces se rapprochent, qu'on devienne plus gros pour continuer à exister ? Ou pas ?
Alors, il y a une notion de marque qui est très importante. D'ailleurs, les gîtes, ils l'ont bien compris, ils ont 60 ans. Il y a la force de la marque. Il y a d'autres acteurs. Hein. Il y a Interhome, par exemple. C'est également une marque importante. Il y a HomeAway. Donc, il y a, dans le domaine des locations particulières, il y a Bienvenue à la ferme aussi, qui est un réseau important. Il y a que les vacances. Bon, les marques sont très importantes parce que derrière la marque, il y a de la rassurance, il y a une qualité, il y a effectivement un classement, tout le monde ne peut pas être gîte, par exemple. Il y a des contrôles qui peuvent être faits derrière, un SAV. Donc, la marque est fondamentale. Et effectivement, il y a des distributeurs qui sont internationaux, mondiaux et américains pour la plupart. Mais il faut le stock. Le stock, c'est quand même l'hébergement en lui-même. Et des grandes marques comme Accor l'ont bien compris. Ils ont le stock. Donc le stock est fondamental. On ne peut pas vendre quelque chose qu'on ne possède pas. Donc c'est la consolidation aussi des acteurs sur ce stock, sur la possession finalement de ces possibilités d'hébergement ou de transport ou autre, qui va être la clé. Il n'y a pas que la distribution, il y a la production. Et nous, on est le premier pays visité au monde. Donc il y a dans ce domaine quelque chose effectivement auquel il faut qu'on soit très attentif. Mais ce pays qu'on soit en avance, effectivement, en termes de distribution. Hein. On est malheureusement un peu en retard. Ah d'accord, on est un peu en retard par rapport aux États-Unis, par exemple. Parce que s'il y avait une consolidation, effectivement, on a inventé l'interactivité, avec le Minitel, Cocorico, etc. Mais seulement c'était noir et blanc, c'était lent. On est inventeur, on n'est pas développeur, par exemple. On n'est pas, mais on n'a pas le marché non plus suffisant. Quand vous avez un marché de 300 millions de personnes d'un coup, et nous on est 65, voilà, c'est pas le même développement qu'on peut avoir très rapidement. Donc au niveau européen, on aurait pu. Moi, je me souviens d'être intervenu à l'époque, il y a 20 ans, pour le dire. Mais si vous voulez, voilà, après, est-ce qu'on n'est pas forcément suivi? On passe pour des passionnés. On se dit, bon, mais la vitesse numérique est extrêmement rapide. Elle est exponentielle. C'est pas 2 plus 2 égale 4, c'est 2 plus 2 égale 7, égale 1000, égale, etc. Et ça, c'est quelque chose qui a été insuffisamment pris. Et actuellement, d'ailleurs, là, pris en compte. Ouais. Et la Commission européenne, actuellement, est en train d'essayer de démanteler, etc. Mais c'est très défensif. Il aurait fallu être très bon il y a 20 ans pour avancer dans ce domaine. Donc on a du retard, effectivement, qui méritait qu'on investisse sur lui, et notamment via les outils numériques. Et c'était la promesse qu'on faisait au début de l'émission. Avantages, inconvénients, il nous reste assez peu de temps dans ce focus. Malheureusement, le temps passe trop vite. Avantages, inconvénients. Avantage, j'ai cru comprendre un ciblage beaucoup plus précis de ce que désirent les clients, mais aussi une offre qui est tellement développée que tout correspond à ce qu'on veut aujourd'hui finalement. C'est à peu près ça. C'est le meilleur process qui va répondre, si vous voulez. La concurrence est énorme. Julien l'expliquait, je les ai connus il y a 3 ans, ils démarraient à peine. Maintenant, ils vont avoir 11 sites. On peut croître très, très vite, mais effectivement aussi, on peut stagner, voire régresser, parce que c'est le contact avec le client et la qualité de la production qu'on va lui apporter. Et ça bouge tout le temps. C'est-à-dire que c'est un monde qui peut être très performant et très cruel aussi, puisque tout va très vite. Donc il n'y a pas que la numérisation, il y a aussi la qualité de l'offre et de la réponse qu'on donne. Julien, quand on est fondateur comme ça d'Alpe Bivouac et que tout va très vite, comme le dit Guy Rafour, comment on fait pour être un entrepreneur un peu solide, garder les 2 pieds sur terre et gravir la montagne, là pour le coup, lentement, enfin essayer de ralentir les choses pour consolider son business? C'est ce qu'on fait? C'est très difficile. Très difficile parce que déjà, grâce à Internet, tout va très vite. Toutes les réservations vont très vite. Ou à cause. Est-ce que vous pouvez suivre derrière, quoi? Alors c'est très difficile parce que quand on est une petite TPE, qu'on doit franchir la base de la PME et maintenant voire plus grand, eh ben en fait c'est des œufs sur une poêle. On est dans la friteuse et puis on se fait retourner dans tous les sens. Et puis Internet a aussi cette contrainte-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Du jour au lendemain, tout peut basculer. On le voit avec d'autres sites Internet où les commentaires peuvent démolir des établissements. Ça veut dire que nous, à notre échelle, on se doit de maîtriser nos services. Et on vend du service, on vend de l'innovation. Et quelles sont les clés pour garder ses clients? Nous, on affiche plus de 98% de clients très satisfaits. Ça veut dire que nous, on a dû déjà, pour fidéliser nos clients et avoir une consolidation dans le temps, c'est de maintenir la qualité de nos services. On se penche dessus, on se penche sur cette innovation pour à terme pouvoir grandir avec sécurité déjà. Donc ça veut dire que par exemple un entrepreneur en herbe nous écoute ce soir, veut lancer son business, il faut quoi d'abord? Sécuriser sa plateforme, avoir une superbe plateforme internet, être très préparé d'un point de vue des outils techniques purs? Non, à mon avis c'est déjà répondre à un vrai problème avec effectivement une solution ou à minima un début de solution qui est différent de ce qui existe déjà sur le marché. Et ensuite... Après il y a le développement technique. Voilà, exactement.
Vous évoquiez, et je pense que c'est assez important, Julien, la question du collaboratif, hein, donc des commentaires laissés par les utilisateurs qui ont vécu votre expérience. Là, pour le coup, c'est la clé aussi du succès ou pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un vrai regard, une vraie confiance des futurs utilisateurs face aux commentaires? On a deux chiffres très précis, hein. 78% des préparants évoqués tout à l'heure, donc ça fait 23,2 millions de personnes, ont lu les avis. Et 60% de ceux qui les ont lus ont été influencés. Donc les avis, c'est effectivement, d'ailleurs, il y a une norme AFNOR, hein, volontaire, mais en tout cas qui est apparue pour sécuriser un petit peu les avis. Un peu de contrôle, quoi. Oui, mais au total, effectivement, ça a une influence. Alors, nous, chez Gîtes de France, nous avons des avis clients en plus du label et des épis. Et nos hébergements on vient juste de les mettre en place. Ça fait une petite année qu'ils sont mis en place. Et les hébergements qui ont des avis clients sont 2 fois plus réservés que ceux qui n'en ont pas. D'accord, donc l'effet quasi immédiat, quoi. Un rôle de réassurance très net. Oui, c'est pareil. Ouais. Absolument. Et nous, c'est exactement pareil. Pareil, on a la chance d'avoir plus de 97 ou 98% d'avis positifs sur les logements, mais on voit tout à fait les mêmes différences dans les nombres de réservations entre les logements sans avis et les logements avec avis. Qu'est-ce que vous diriez, il nous reste 3 minutes, sur le 50 secondes chacun. I voire M tourisme. Est-ce que ça ne serait pas ça la clé et la suite? C'est-à-dire que effectivement Internet a été un formidable outil de développement du tourisme via les ordinateurs. Aujourd'hui on a les mobiles, aujourd'hui on a les tablettes. Qu'est-ce que ça apporte? C'est fondamental, hein. Juste en quelques secondes, 32% des Français qui ont préparé, mais c'est surtout, ils réservent une partie du budget pour le consommer sur place, et donc ça donne une chance à tous les acteurs de l'offre, quels qu'ils soient, restaurateurs, festivals, cinéma, etc., théâtre, de vendre jusqu'à la dernière minute, seconde, les prestations qu'ils produisent de manière géolocalisée. Donc vive la géolocalisation, ce que j'allais dire. C'est clair, là vraiment, c'est que les gens qui ont ce smartphone ou cette tablette vont partir sur place. Maintenant les forfaits, vous avez vu, sont très accessibles au niveau des gigas qu'on a à disposition, plus avec le Wi-Fi. Et donc de ce point de vue-là, oui, ça change la manière de consommer la prestation selon la météo, si les gamins ont envie de faire quelque chose ou pas. Anne-Catherine Péchineau. Alors oui, le mobile explose. Maintenant, ce ne sont que des moyens de distribution, donc il ne faut pas oublier que pour pouvoir vendre quelque chose, il faut avoir un produit de qualité, et la production est quand même la clé. Et le service est également la clé, parce que malgré tout, à un moment donné, le consommateur, il a besoin d'avoir un être humain en face de lui, que ça soit quelqu'un qui l'accueille, ou que ça soit quelqu'un au téléphone qui le renseigne. Donc voilà, il faut quand même un robot. Il faut avoir les bases, c'est-à-dire un bon hébergement et une bonne qualité de service, et puis après, ce ne sont que des moyens de distribution. Bon, à quand l'appli mobile pour Morning Croissant? Eh bien, écoutez, alors effectivement, le mobile explose. Pour nous, c'est 30% déjà du trafic. Évidemment, c'est incontournable. Alors nous, notre site est complètement responsive, c'est-à-dire adapté au design des mobiles et des tablettes, ce qui est plutôt la voie qu'on a choisie. C'est moins de contraintes en termes de développement et de maintenance que les applis mobiles, et ça fait très bien le job pour nous. Donc, voilà. Alors vous, l'avenir, vous le voyez comment du côté d'Albivois qui est... Avec beaucoup de soleil cet été. Ouais, très bien. Non, et rapidement, nous, c'est vrai qu'Internet, c'est une vraie belle vitrine, et comme Alexis, on est complètement responsive. On se pose des questions, comment continuer à innover pour améliorer nos services, parce que les clients viennent rechercher finalement des personnages dans leur séjour, viennent rencontrer des gens, viennent chercher un vrai service, mais finalement pour les amener à rencontrer cette personne, on se doit encore continuer à innover. Les applications en font partie, les sites responsives en font partie, et il y a peut-être d'autres choses. Nous on travaille sur d'autres tendances, d'autres, mais qu'on garde un petit peu de côté. Secrète? Non, faut pas. Non, c'est pas secret, mais en tout cas le client est consommateur, il a le choix. On est sur un marché de requins, donc on se doit toujours d'innover pour lui et de lui vendre la plus belle offre qu'on peut donner. Ce que je retiendrai tout de même, c'est que derrière les ordinateurs, le mobile et autres smartphones, en fait, vous vendez l'humain, quoi. Tous? C'est de la prestation, de toute façon. Prestation, qualité, il faut la produire, il faut la contrôler, lui offrir un service après-vente. Ça, c'est toutes les différences entre effectivement ceux qui ne s'improvisent que distributeurs et ceux qui savent produire et écouter le client. Et la France sait produire, et la France et sait écouter le client aussi. La plus belle destination touristique du monde. Faisons un petit en tout cas, c'est la plus visitée. Donc il doit y avoir quand même une raison. Un grand merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour ce débat passionnant. Je vous invite à revenir quand vous voulez, dès qu'on lance un nouveau débat. Guy Rafour du cabinet d'e-tourisme Rafour Interactif. Julien Périllat, fondateur d'Alpe Bivouac, retourné au soleil parce qu'ici à Paris il pleut. Alix Tafflet, cofondateur de Morning Croissant. À très bientôt. Et puis Anne-Catherine
Catherine Péchineau, merci beaucoup, directrice générale de Gîtes de France, 22h41.